Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver. School TV Le Mag, 30 minutes concernant la scolarité et l'éducation de vos enfants. À chaque fois une thématique forte, initiative sur le plan local et ou national. Voici sans plus tarder le sommaire de cette toute nouvelle émission. Et c'est lancé un défi un petit peu fou, devenir le premier tétraplégique à faire l'ascension du Mont Blanc, le toit de l'Europe. Rien que ça, Yohan Kulyanez nous raconte cette quête. Dans un instant, la vie de cet ancien footballeur professionnel a basculé à l'été 2014. Yohan nous racontera sa nouvelle vie après son accident, son parcours, sa rééducation aussi, les rencontres, les soutiens et comment il souhaite apporter au quotidien un message d'espoir. Et puis on parlera bien évidemment accessibilité et qui plus est en France, quelques mois après les Jeux Olympiques. Est-ce que la donne est en train de changer, oui ou non? Quel progrès? Est-on encore loin du compte? Là aussi, on parlera de tout ça avec Yohan, que voici. Salut Yohan, comment ça va? Patrice, ça va très bien, je te remercie. Très heureux que tu sois avec nous effectivement pour ce début d'année. Yohan Kulyanez, ancien footballeur pro, notamment du côté de Sedan, c'est ça? Notamment du côté de Sedan? Excuse-moi, ça a coupé, c'est horrible. C'est pas grave. Yohan, je disais ancien footeux pro, ancien footballeur pro du côté de Sedan notamment, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais. J'ai été formé, donc je suis parti à 14 ans au FC Sochaux. Et ensuite, je suis parti, j'ai signé pro à Sedan en 2001, avant de faire une petite carrière de footballeur à l'étranger, en Belgique, au Luxembourg, puis voilà, quoi. Jusqu'à ce fameux 16 août 2014, voilà, qui m'a coupé de mes jambes. Qui t'a coupé de tes jambes. Alors c'est vrai qu'on a fait plusieurs émissions cette année et ça revient souvent malheureusement. Ça part souvent d'un plongeon et c'était aussi ton cas. C'est incroyable en fait, si tu veux, quand on regarde les statistiques, pendant la période juillet-août, 80% des accidents en piscine finissent par une tétraplégie. C'est-à-dire que voilà, on ne vérifie pas assez les profondeurs de piscine, ce qui était un peu mon cas. Ce qui a été aussi le cas de Grand Corps Malade, c'est voilà, j'ai fait une réplique de son accident. Et moi, voilà, je suis assez grand, je fais plus d'1m80 et là où j'ai plongé, il y avait un dénivelé dans la piscine qui était pas indiqué et ma tête a tapé le fond de le fond de la piscine avec, provoquant une hernie discale entre les vertèbres C3 et C4. Et le disque intervertébral est venu se loger dans la moelle épinière. Donc ça a tout coupé. En fait, c'est comme si voilà, tu avais un circuit électrique et le disque intervertébral est venu tout couper en fait. Qui te sauve la vie, Yohan? Qui te sauve la vie à ce moment-là? Parce que ce qu'on a tendance à oublier à chaque fois quand on parle d'accident, c'est que tu aurais aussi pu y rester. Exactement. En fait, si tu veux, le problème, c'est on était dans une piscine municipale et donc qui dit piscine municipale dit obligation d'avoir un bonnet de bain. Et heureusement, mon crâne a tapé le fond de la piscine et s'est ouvert sur le dessus, au-dessus du front. Mais le temps que le sang vienne dans la piscine, j'ai dû rester plus d'une minute en apnée. Heureusement que j'avais des bonnes facultés à l'époque, comme j'étais un ancien sportif. Et je suis resté plus d'une minute au fond de l'eau. Et quand ils se sont rendus compte qu'il y avait énormément de sang dans la piscine, ils se sont rendus compte et ils sont venus me repêcher. En fait, c'est les personnes qui étaient dans la piscine qui m'ont remonté. C'est-à-dire que si tu n'étais pas un sportif de haut niveau, tu penses que tu ne serais plus avec nous aujourd'hui? Peut-être? Je sais pas. Après, je pense que ma capacité pulmonaire était assez importante à l'époque. Et c'est vrai que si j'avais paniqué à ce moment-là et si j'avais avalé de l'eau, je serais plus là pour te faire ce témoignage-là aujourd'hui, c'est certain. Les souvenirs concernant ce 16 août 2014, c'est encore flou. Du coup, quand tu y repenses, c'est par flash ou tu arrives justement à reconstruire toute la séquence? Non, j'ai pas perdu connaissance et je me souviens de tout, dans les moindres détails, des personnes dans la piscine, de la manière dont ils m'ont sorti de la piscine également, voilà, les pompiers qui arrivent, le transfert, les douleurs qui étaient très très fortes en fait, si tu veux. Ce sont des douleurs indescriptibles. C'est une brûlure intense qui s'empare de tout ton corps et un fourmillement général. Et jusqu'au gyrophare et puis l'IRM passé dans la nuit du samedi au dimanche, quoi, qui a diagnostiqué la tétraplégie complète.
Alors j'imagine qu'on est forcément, au vu du diagnostic, sous le choc, quand on perd tous ses repères, quand on ne sait plus trop ce que la vie nous réserve le lendemain, on est dans quel état d'esprit, Johan? En fait, si tu veux, c'est compliqué parce que tu te dis, est-ce que, tu sais, quand j'étais footeux, des chocs au niveau des vertèbres, j'en ai pris, tu vois, le coup du lapin, tu le prends plusieurs fois, tu vois, quand tu vas te prendre une charge dans le dos, quand tu fais une déviation de la tête, et c'est vrai que tu te dis, bah, allez, ça va revenir demain. Johan, l'une de tes plus grandes forces, tu me le disais, c'est que quand le verdict tombe, tu n'as jamais été dans le déni, c'est ça? Ouais, c'est ça, en fait, si tu veux, quand le chirurgien me dit que, voilà, maman l'épinière a été gravement endommagée, mais qui a un gros œdème, et qu'on ne peut pas savoir s'il y a une lésion, si c'est juste une compression médulaire. Moi, je garde cet espoir dans un coin de ma tête et si tu veux, quand j'ai commencé la rééducation avec la kiné qui venait en réa, euh, j'ai pas fait de plan sur la comète en fait. Toi, je me suis pas dit demain, voilà, si je sens pas mes jambes, c'est mort et tout. J'ai continué comme ça et je travaillais. Alors, je pense que là, c'est plus le mental d'ancien sportif de haut niveau qui m'a permis justement de pouvoir passer outre et de ne pas être dans le déni. Johan, j'en ai beaucoup parlé avec mon ami Michael Jérimage. C'est vrai que c'était aux premières loges quand il a eu son accident il y a quelques années de ça maintenant. Il avait été fauché par un accident de ski, il avait 18 ans et j'avais été moi bluffé à l'hôpital par sa capacité, quand le verdict tombe, à tout de suite redéfinir des objectifs. Toi, dans un premier temps, ça n'a pas été ça, mais j'ai quand même le sentiment que c'est venu assez rapidement. Si tu veux, moi j'ai fait vraiment l'abstraction de mes 35 premières années d'ancien footballeur professionnel avec ben voilà, la petite vie parfaite. J'étais marié, j'avais 2 enfants, j'avais un très bon travail. Et puis je me suis dit, bah, ok, là la vie m'offre un deuxième challenge, un dernier match de foot. C'est un peu comme ça que je le caractérisais. Et je me suis dit, ben, ce match-là, quoi qu'il arrive, je vais le gagner. Alors après, est-ce que justement ce mental va permettre à d'autres personnes qui sont dans la même situation de pouvoir se relever? Moi, c'était vraiment mon message d'espoir quand j'ai vu que j'ai commencé à récupérer. Il y avait beaucoup des thérapeutes qui disaient allez voir Johan, vous allez voir, il bougeait plus. Là aujourd'hui, il arrive à rebouger des parties de son corps et c'est vrai que j'ai été très vite un cas clinique pour les autres, quoi. Qu'est-ce que CARPAP signifie pour toi? Carpap, c'est ma deuxième vie en fait, si tu veux. D'un point de vue perso, j'ai connu bah, une séparation à l'époque avec mon ex-femme et plus tard retrouver l'amour avec une aide-soignante du centre de rééducation. Et pendant cette période où j'étais à Carpap pendant les 9 mois, j'ai fait une super rencontre avec Michel Drucker et on est resté amis. Ça fait 9 ans maintenant qu'on se connaît et on a fait énormément de choses ensemble. Et aujourd'hui, bah, tu vois, Michel est aussi beaucoup impliqué dans ce projet Mont Blanc. Michel, j'ai aussi aperçu Robert Pires pour l'inauguration de Culmine. Effectivement, on va en parler de ce magnifique projet. Effectivement, tu t'es dit que tu devais devenir le premier handicapé tétraplégique à effectivement arriver sur le sommet du Mont Blanc. Ça, c'est prévu pour l'été 2026. Mais encore une fois, tu parlais de tout cet entourage, de toutes ces rencontres, de tous ces soutiens. Qui est Guillaume Pertuzel, justement, et comment il a participé justement à la construction de Culmine? Bah, en fait, si tu veux, le seul souci, c'est qu'il fallait pas que je rencontre quelqu'un d'aussi fou que moi et qui était valide. Parce qu'à la limite, quand tu as deux personnes tétraplégiques assez folles, bon, bah, des projets comme ça peuvent pas aboutir. Mais quand tu as un ancien pompier de Paris et qui est passé de très près du handicap, il a connu aussi, Guillaume, il a de rééducation de Carpath suite à un grave accident de voiture. Il a été quelques mois en fauteuil roulant. Il a eu la chance aujourd'hui d'en sortir et il a trouvé un peu son salut quand il a fait le Mont Blanc, les Pyrénées. Et Guillaume, en fait, c'est le papa de la petite Iris, qui est la meilleure amie de ma fille Elia, qui a 4 ans et demi. Et un jour, il vient me voir et il me dit écoute, ça s'est jamais fait parce que d'un point de vue technique, c'est quelque chose de très compliqué. Euh, Moi, j'aimerais bien qu'on essaie d'atteindre le point culminant, justement. Et alors, le point Ça culminant, va?
sur un point logistique, comment on fait? Comment on l'atteint? Qu'est-ce que tu mets en place? Qu'est-ce que tu prépares pour y arriver? À commencer par combien de porteurs, j'imagine? Alors déjà, d'un point de vue logistique, c'est vraiment quelque chose de dingue parce que là, tu vois, sur la photo que tu montrais tout à l'heure avec Robert, il y a David Garnier qui est le guide de haute montagne qui va nous accompagner. Et quand on en a parlé, donc il va falloir au moins 10 porteurs. Alors au niveau des porteurs, tu as 8 anciens pompiers de Paris, mais vraiment l'élite des pompiers de Paris qui faisaient partie du GRIMP et du GREP. Donc ces huit pompiers vont être accompagnés de deux autres forces commando de l'armée. Et donc les 10 porteurs-là vont se relayer pour me pousser dans une joëlette. Donc une joëlette, c'est un fauteuil pour des personnes qui ne peuvent pas marcher. Et il y aura 10 autres membres du GMSP. Donc le GMSP sont les sapeurs-pompiers de haute montagne qui vont en amont. Donc il y aura 5 binômes et ils vont sur le parcours reliant Chamonix au sommet du Mont Blanc installer des cordages, des tyroliennes, tout ce qui va nous servir en fait pour assurer l'ascension. Pour assurer l'ascension, il y a aussi une partie médicale? Oui, alors on va avoir besoin de 3 médecins. Donc j'ai 2 médecins sportifs qui m'ont fait passer des tests, un test en hypoxie en fait pour voir s'ils n'avaient pas le mal de l'altitude. Et il y a aussi mon docteur du centre de rééducation de Kerpap, donc Lucie Chochina, qui est un médecin neuromédulaire parce qu'il va falloir aussi vérifier constamment l'état de mon corps pour voir s'il n'y a pas de problème outre que le mal de l'altitude, en fait. Commencer par les escarres, j'imagine, non? Entre autres, oui, tu vois, comme je vais être amené à ne pas bouger pendant des heures, parce que je pense qu'il va y avoir 4 ou 5 ou peut-être des fois 6 heures dans la joëlette sans trop bouger. Alors j'ai la chance aujourd'hui de pouvoir me mouvoir, tu vois, donc il va falloir faire des pauses, que je me mette peut-être un petit peu debout, et puis justement éviter ce risque d'escarre. Je sais que tu as établi différents scénarios, mais toi, tu te vois gravir le Mont Blanc en combien de jours? Tu t'es mis quoi en tête? Tu as un chiffre en tête? Alors en fait, on va partir sur 5 jours. David Garnier, le guide, part sur 5 jours. Il faut 3 jours pour l'ascension. Et en fait, le but, si tu veux, ce qui va être compliqué, ça va être aussi la descente. Et donc il y a plusieurs scénarios possibles justement. Donc soit la météo n'est pas bonne et là on est obligé de repartir et moi je vais redescendre avec les gars. Mais si la météo le permet, en fait le but ça serait de redescendre en parapente. Et là voilà pour la symbolique, avoir un tétraplégique dans une joëlette qui vole pendant 1 heure pour rejoindre Chamonix, c'est magnifique. C'est une aventure complètement folle, encore une fois, je l'ai dit, et c'est prévu effectivement à l'été 2026. C'est quoi le message que tu souhaites porter, Johan? En fait, si tu veux, je sais très bien qu'une fois que je vais être tout en haut du Mont Blanc, il n'y a pas une fée qui m'attend avec une baguette magique et qui va dire « Johan, tu as réussi à monter le Mont Blanc, donc je te rends tes jambes et tes bras ». Je le sais très bien. Par contre, d'avoir creusé ma tombe en août 2014 et d'être tout en haut de l'Europe 12 ans plus tard, au niveau de la symbolique, il n'y a pas plus fort. Donc c'est vraiment permettre aux gens qui n'y croient plus et qui pensent que leur vie s'arrête quand on a ce genre d'accident, que tout est possible. Que tout est possible, c'est d'ailleurs le leitmotiv, le credo de ton association Culmine, rendre l'impossible accessible. Bon, t'es un peu fou, hein. Il y a d'autres défis en préparation en même temps que celui-ci? Ouais, il y en a énormément. En fait, on va commencer au niveau de la préparation. On commence en avril avec le marathon de Paris que je vais faire en joëlette. Et on va commencer aussi des compétitions d'Irox. Donc, c'est du crossfit, tu sais, dans les salles de musculation. Et les binômes hand et valide. Il y a d'ailleurs Théo Curin qui a fait les derniers Irox, là. Et moi, j'ai pas mal d'amis qui ont fait des Jeux paralympiques. Tu vois, Mika Jérémias,
des personnes comme ça pourraient venir au sein de l'association Culmine pour faire des binômes et puis faire les compétitions avec nous. Mais avant toute chose, tu vois, moi, je ne vais pas pouvoir faire non plus 50 événements dans l'année. D'un point de vue physique, mon corps ne pourrait pas tenir la cadence. Et c'est simplement montrer aujourd'hui, ouvrir la voie et que Culmine, en fait, permette à la communauté du handicap de pouvoir nous contacter et dire, ben voilà, moi, c'est mon rêve de faire ça. Comment, d'un point de vue logistique, on pourrait faire. Et nous, en fait, c'est un peu le but. Tu vois, à Kerpap, on est à côté de la mer. On a déjà des projets en mer avec certains skippers du Vendée Globe. Et avec Kerpap, qui a un laboratoire aussi d'ingénieurs hyper performants, ben, on va œuvrer pour rendre justement l'impossible accessible. Tu le fais aussi pour tous les personnes en situation de handicap, j'imagine. Tu le fais aussi pour tes enfants. Tu as 4 enfants, je crois. Ils te disent quoi? Les enfants, en fait, si tu veux, mes 2 grands, ils avaient 18 mois et 4 ans et demi quand j'ai eu mon accident. Et là, ils m'ont vu grandir. Enfin, ils m'ont vu me relever, entre guillemets. Ils ont grandi avec ce handicap. Ils ont des valeurs que les enfants de leur âge n'ont pas. Et je fais beaucoup d'interventions dans les écoles aussi, avec le centre de rééducation de Kerpap, justement, où je m'occupe de certains enfants de pédiatrie pour justement les inclure dans la société d'aujourd'hui. Et on fait des interventions ben voilà, pour montrer aux enfants, aux jeunes enfants, que ce soit de la maternelle, primaire, collège ou même lycée, leur montrer, ben voilà, regardez ce qu'il existe autour de vous. Vous êtes des privilégiés aujourd'hui. Et quand aujourd'hui vous êtes confrontés, vous voyez des enfants handicapés dans la rue, ne les regardez pas comme des bêtes sauvages, comme des pestiférés. Au contraire, allez vers eux. Et je pense que cet échange est vraiment très fort. Et si on peut remettre quelques valeurs dans notre société d'aujourd'hui et en faisant attention à son prochain, voilà, moi, si je peux graver ça dans le marbre de mon passage sur Terre, j'aurais tout gagné en fait. Changer le regard sur le handicap, on l'a bien compris, c'est un des messages forts que tu sais porter, et cela haut et fort. Tu as beaucoup parlé en début d'émission de trouver son salut dans la montagne, notamment quand tu as croisé la route de Guillaume Pertuisel, avec qui tu as monté ton association Culmine avec un K, s'il vous plaît, allez vous renseigner, s'il vous plaît. C'est quoi trouver son salut dans la montagne? En fait, je pense que Guillaume a eu besoin, quand il a eu son accident, de se retrouver. Et c'est ce qu'il me disait. Il m'a dit, tu sais, quand tu es dans la montagne, quand tu es tout seul, tu es livré à toi-même, bah, en fait, tu as le temps de penser à la personne que tu es, à ton rôle de vivant sur cette terre. Et il me disait, quand on est tout seul, en fait, on ne peut compter que sur soi-même. Et je pense que c'est un peu... alors, bien sûr, aujourd'hui, il y a les nouvelles technologies qui permettent, les chirurgiens, les chercheurs... cherche énormément au niveau des blessés médulaires. Mais avant toute chose, je pense que son salut, il ne passe que par soi au départ. C'est-à-dire que moi, dès le départ, je n'ai pas compté sur un coup de pouce divin, je n'ai pas compté sur la science. Je me suis dit, OK, mec, là, tu as un gros challenge, bah, tu vas y aller, tu vas y aller au taquet, tu vas pas réfléchir. Et je pense que Guillaume, quand il était tout seul dans la montagne, il a eu le temps de se recentrer sur lui-même. Et c'est pour ça aussi qu'il a eu cette initiative de me demander d'être le premier tétraplégique à gravir le Mont Blanc. Alors, bien évidemment, il y a beaucoup de facteurs qui vont faire que la mission elle va être compliquée. On ne sait pas, même d'un point de vue météo, tu sais, si on est en pleine tempête de neige quand on est à 4000 mètres et qu'on ne peut pas aller au bout, voilà, on ne cherche pas absolument. Alors, le but, c'est vraiment l'exploit d'aller à 4808 mètres, mais même si on arrive à 4000 mètres ou 4200 mètres, je pense que d'un point de vue logistique et puis tout ce que l'association aura vécu à ce moment-là, ça pourra aider vraiment la communauté du handicap à avoir ce genre de projet. L'association Culmine, on le rappelle, hein, donc je vais essayer de récapituler un petit peu parce qu'il y a tellement de choses. Hein. C'est un premier événement. On commence avec le marathon de Paris, ça va arriver très vite, c'est en avril prochain, avec un objectif 3h30 minutes. Le Aerox, en binôme, effectivement, entre Valide et Andy. Il y a bien sûr cette ascension qu'on attend avec impatience du Mont Blanc. Et
après la montagne, il pourrait y avoir la mer ou pas? Ouais, normalement, ouais. Voilà, je suis déjà en contact avec des navigateurs, navigatrices et skippers même du Vendée Globe. Et tu vois, pour en avoir parlé aussi récemment à, récemment à Kerpap, ils sont super intéressés pour que l'association Culmine permette aussi aux blessés médulaires de Kerpap de pouvoir aller en mer. Alors, je te parle de blessés médulaires, mais c'est aussi les amputés, c'est aussi les grands brûlés. En fait, moi, le handicap, c'est le handicap avec un grand H. C'est pas réservé à une certaine catégorie. Merci infiniment. Merci beaucoup, Johan, pour ce témoignage ô combien inspirant. Je sais assurément qu'il inspirera bon nombre de concitoyens. Merci de nous avoir accordé ton temps. Je souhaite plein de bonnes choses et je vois qu'il y a bon nombre de défis qui sont prévus pour 2025 et déjà 2026. On ne parle même pas de 2027 parce que je sais que tu as déjà en tête de faire le Vendée Globe, si j'ai bien compris. Donc en tout cas, un grand merci pour ce témoignage. Ancien footeur pro, bien sûr, Johan Cullianez, et qui est désormais aventurier, vous l'aurez compris. Un aventurier, comme tous les aventuriers, un petit peu fou. Je te remercie, j'espère te voir très bientôt à nos côtés. Et je ne doute pas qu'un certain Michael Jérémias, que tu connais, que je connais, va te rejoindre pour participer à toutes tes pérégrinations. Je te salue et tous les téléspectateurs de School TV te remercient. À très bientôt, Johan.